Merci pour vos propos, en général. Mesdames et messieurs, je voulais vous dire que j'étais très honoré de pouvoir m'exprimer devant vous. Et je pense que c'est une bonne chose parce que je pense que l'institution judiciaire fait des choses bien dans ce pays et que c'est toujours mieux quand on lui donne l'occasion d'en parler et d'expliquer ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Et je pense que cette observation prend une dimension particulière en matière de terrorisme, puisqu'effectivement, la menace terroriste est aujourd'hui au cœur des préoccupations des Français et qu'il est donc effectivement tout à fait légitime de pouvoir venir expliquer de la façon la plus objective et rationnelle quelle est l'action de la justice en ce domaine. Permettez-moi d'abord de vous rappeler, pour ceux qui n'auraient pas une connaissance approfondie de ces notions, très rapidement, quel est le rôle d'un procureur de la République, avant d'en venir à la politique pénale antiterroriste. Un procureur de la République, c'est un magistrat qui est à la fois, donc, en tant que magistrat chargé de protéger les libertés individuelles, mais qui a aussi une fonction d'agent du pouvoir exécutif, puisqu'il a la responsabilité de mettre en œuvre les instructions de politique pénale qui ont été déterminées par le gouvernement et plus particulièrement par le ministre de la Justice. Dans le cadre de cette mission, donc, notre tâche est de diriger la police judiciaire, de recevoir les procédures d'enquête qui sont traitées et de les orienter, donc soit de les classer, soit de les poursuivre devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, d'aller à l'audience et de requérir donc la peine qui nous paraît le plus juste. Et si le tribunal est entré en voie de condamnation à prononcer une peine, notre responsabilité est de ramener cette peine à exécution. Alors en matière de terrorisme, ça se double d'une facette particulière, c'est que, en dehors de ce qui est attentat commis ou tenté, on travaille sur des phénomènes de prévention et nous sommes donc amenés à être quotidiennement en relation avec les services de renseignement du premier cercle, essentiellement, à travers un service qui fait office pour nous d'interface avec la communauté du renseignement, qui est la Direction générale de la sécurité intérieure. Et dans le cadre de ce travail quotidien, nous sommes donc amenés à développer des relations qui consistent effectivement à arbitrer avec eux le temps et le moment auquel, de la façon la plus efficace qui soit, les renseignements qu'ils auront obtenus dans le cadre de leur travail seront judiciarisés, c'est-à-dire qu'ils sortiront de la sphère du secret, seront blanchis et donneront lieu à des rapports souvent très édulcorés qui viendront fonder l'ouverture de procédures. Donc c'est une dimension supplémentaire, avec une autre dimension aussi que je citerai pour mémoire, qui est celui de la coopération internationale. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, puisque dans ces matières, l'expérience démontre que la qualité de la coopération internationale est un facteur d'échec ou de réussite des enquêtes qui sont menées en la matière, puisqu'elles ont souvent pour cadre plusieurs pays. Le parquet de Paris, dans lequel j'ai l'honneur de travailler, est donc composé de 136 magistrats du parquet, 360 fonctionnaires, dans le cadre duquel donc, il y a aujourd'hui une section antiterroriste qui est composée de 14 magistrats. Pour vous donner une idée de l'évolution des effectifs, ils étaient 7 il y a encore 2 ans et demi. Leurs effectifs ont donc doublé au gré des différentes affaires terroristes que nous avons eu à traiter. Avant d'en venir à la lutte antiterroriste, quelques indications pour mieux comprendre effectivement comment les choses se passent, dans la mesure où les parquets que vous connaissez sont ce qu'ils sont. Le parquet de Paris n'est pas un parquet comme les autres. Je dis toujours que ça ne veut pas dire qu'on soit meilleur ou plus mauvais, simplement on est différent. Nous sommes différents dans la mesure où nous concentrons des cercles de compétences de façon tout à fait atypique et de façon tout à fait différente des autres parquets. De façon classique, un parquet est compétent sur ce qu'on appelle un ressort territorial. Le parquet de Bobigny est compétent sur le ressort de la Seine-Saint-Denis. Le parquet de Paris, c'est pas du tout ça. Il a plusieurs cercles de compétences concentriques qu'il faut connaître et qui facilitent, j'allais dire, sa gestion des dossiers. On a d'abord une compétence sur un premier cercle qui est celui de Paris intramuros, donc délimité par le boulevard périphérique, dans le cadre duquel on est compétent pour toutes les infractions qui sont commises, de la petite contravention jusqu'à l'affaire criminelle. On est compétent sur un second cercle de compétences qui porte sur 8 cours d'appel et qui porte sur le crime organisé, la délinquance économique et financière complexe et les infractions militaires commises dans le cadre en relation avec l'exécution du service. Ces cours d'appel sont les cours de Paris, Versailles, Orléans, Bourges, plus 4 cours d'appel d'outre-mer, Réunion, Papeete, Nouvelle-Calédonie et
Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous sommes ensuite compétents sur 30 cours d'appel, donc c'est quasiment les 3/4 du territoire français pour ce qui est accidents collectifs, donc catastrophes maritimes, aériennes, ferroviaires et accidents de santé publique. Et nous avons enfin des compétences nationales qui portent sur le terrorisme, que l'infraction ait été commise en France ou à l'étranger, la prolifération des armes nucléaires, toutes les atteintes à la sûreté de l'État, donc espionnage, intelligence avec l'ennemi, les opérations extérieures de l'armée française, dès qu'un militaire en OPEX est auteur ou victime d'une infraction, la cybercriminalité et les infractions commises à l'étranger contre des Français en déplacement à l'étranger. Alors c'est important, ça, je dis ça sous la culture IHEDN, c'est important parce que ça signifie que depuis la disparition du tribunal aux armées et du parquet du tribunal aux armées fin 2011, les conflits de qualification militaire et ou terroristes, qui pouvaient donner lieu à cette époque à des conflits entre ces différentes institutions et ces différents parquets, ne donnent plus depuis lieu à des conflits, puisque ces conflits de qualification sont réglés au sein du même parquet, sous l'autorité du même procureur, et on n'a pas eu effectivement de difficultés là-dessus depuis maintenant 5 ans. J'en viens au terrorisme. Et donc à la lutte antiterroriste et à l'action que nous portons au quotidien, je voudrais d'abord vous dire que l'organisation française est fondée sur 2 piliers bien spécifiques qui sont la centralisation et la spécialisation. La centralisation, ça signifie que toutes les enquêtes sont traitées à Paris. La spécialisation, ça signifie qu'elles sont traitées par des magistrats spécialisés. Alors, il y a dans l'histoire judiciaire française une césure là-dessus et une période un peu trouble qui explique l'organisation à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui. Je vous rappelle que jusqu'en 1981, la lutte antiterroriste sur le plan judiciaire était réglée par des acteurs, par une justice que l'on pourrait qualifier de spéciale. Une justice spéciale, c'est une justice qui n'applique pas les règles du droit commun et qui notamment n'applique pas forcément les canaux conventionnels. Elle était incarnée à l'époque par la Cour de sûreté de l'État, qui appliquait une procédure dérogatoire de droit commun et qui était composée de juges à la fois civils et de juges militaires. Pour ceux qui s'en souviennent, lorsqu'il avait été élu à l'époque en 1980, le président Mitterrand avait pris la décision de mettre fin à ce système et s'en est suivi une période qui a duré grosso modo de 1981 à 1986, période au cours de laquelle notre pays a eu à subir un certain nombre d'attentats terroristes qui étaient le fait soit de terrorisme d'origine palestinienne, soit de terrorisme, je dirais, d'État, pour ne pas être plus précis, mais tout le monde verra bien à qui je pense. Donc une période de 6 ans au cours de laquelle les attentats étaient traités par des juges qui n'étaient pas forcément parisiens, et dans un contexte où il n'y avait pas de centralisation, donc une époque au cours de laquelle on avait pu constater un manque de cohérence, un manque de liaison entre les différents acteurs judiciaires saisis d'affaires différentes, tant et si bien que la décision a été prise en 1986 de faire évoluer ce système avec donc un système centralisé. Toutes les affaires sont traitées à Paris avec un système de compétences concurrentes, je dis bien concurrentes, qui en réalité, ça ne veut pas dire que un autre parquet que Paris puisse traiter une affaire terroriste, ça veut dire simplement qu'à partir du moment où l'affaire a été qualifiée de terroriste, c'est le parquet de Paris qui la prendra. Simplement, la compétence concurrente permet sur un plan procédural de sécuriser les procédures et de rendre valables juridiquement les actes de procédure qui auraient pu être commis, faits par le parquet local avant la saisine de la juridiction parisienne. Le deuxième principe, c'est donc la spécialisation. Ça veut dire donc que ces affaires sont traitées par des juridictions spécialisées composées de magistrats qui ne s'occupent que de terrorisme. Ça n'est pas, comme j'avais pu le lire dans certains médias, des magistrats qui s'occupent d'une affaire terroriste et puis que le lendemain vont s'occuper de vol de poule ou de cambriolage. Ils ne font que des affaires terroristes. Ils se spécialisent au parquet, à l'instruction et maintenant au niveau des jugements, puisqu'on a plusieurs sections spécialisées dans une formation spécialisée au tribunal correctionnel de Paris, qui est la 16e chambre. Alors une justice spécialisée, ça n'est pas une justice spéciale qui dérogerait au droit commun. Une justice spécialisée, c'est une justice qui est l'apanage de juges spécialistes, qui appliquent la procédure de droit commun et qui respectent tous les canons conventionnels
et de la Convention européenne donc, des droits de l'homme et de la Constitution française, et non d'une justice spéciale qui appliquerait une justice dérogatoire du droit commun. Alors, cette distinction, je voulais insister sur elle parce qu'elle me paraît véritablement fondamentale, parce qu'elle a marqué la volonté constante du législateur français d'inscrire sa recherche d'efficacité dans le respect de l'état de droit. Et j'y reviendrai. Vous savez que dans le cadre de cette organisation, bien évidemment, les magistrats et les policiers appliquent la loi. Cette loi, donc, qui constitue des textes de droit pénal de fond et de procédure pénale, ces textes ont été modifiés à de très nombreuses reprises depuis fin 2012. Il y a eu 4 ou 5 textes modificatifs depuis fin 2012. Et je pense personnellement que dans ces différentes évolutions législatives auxquelles le gouvernement, bien sûr, puisqu'il était porteur de ces projets, mais aussi les députés et les sénateurs, ont beaucoup contribué à travers des débats parlementaires très riches. Tout cela a permis que la France construise, je crois, un dispositif répressif qui, moi, me paraît aujourd'hui apte à lutter contre le terrorisme, tout en respectant les valeurs qui sont le fondement de l'état de droit et qui ont été rappelées dans un avis, pour ceux qui avaient eu l'occasion de le lire, de l'Assemblée générale du Conseil d'État du 17 décembre 2015, qui rappelait bien qu'en dehors de la neutralisation militaire dans le cadre d'actions de combat, la seule neutralisation, elle ne pouvait être que judiciaire et qu'elle s'opposait à toute privation de liberté qui intervienne en dehors d'une procédure pénale, ce qui de fait ferme la porte à toute privation de liberté sur un mode d'internement administratif. La justice terroriste dans laquelle nous intervenons aujourd'hui, donc, elle intervient sur le champ de la radicalisation violente lorsqu'elle se concrétise en fait par soit des passages à l'acte de nature terroriste, c'est-à-dire que c'est l'attentat terroriste commis ou tenté, soit par des départs en zone de djihad armé. Le socle de cette justice, le socle de nos interventions, c'est l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes qui figure dans le code pénal. Et je vais vous rappeler, je ne vais pas faire beaucoup de lecture, mais vous lire exactement la définition de cette infraction. L'association de malfaiteurs terroristes, c'est le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents, suit en fait une liste d'infractions qui, dès lors qu'on va y appliquer la qualification terroriste, se traduiront par la compétence de la juridiction parisienne et par des aggravations de la peine encourue. Dès lors que ces infractions sont commises intentionnellement, en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public ou la terreur. Donc vous le voyez, ça n'est pas comme dans certains pays une définition politique, c'est une définition juridique qui enferme effectivement la commission de cette infraction dans ce qu'on appelle juridiquement un dol, donc avec une intention générale, une intention spéciale particulièrement particulière qui donnera effectivement, qui permettra de retenir la qualification de terroriste. Cette association de malfaiteurs terroristes, aujourd'hui, c'est une construction que l'on pourrait qualifier de construction à 3 étages sur un plan répressif. Sur le premier étage, c'est un délit puni de 10 ans d'emprisonnement qui va devenir, second étage, un crime puni de 30 ans de réclusion criminelle si cette association de malfaiteurs terroristes a pour but de préparer des crimes d'atteinte aux personnes ou des attentats à l'explosif ou avec engin incendiaire. Et troisième étage, ça devient un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsque ça s'adresse aux dirigeants d'associations de malfaiteurs en vue de commettre des crimes. Donc aujourd'hui, les dirigeants de Daesh ou d'Al-Qaïda tomberaient clairement dans cette catégorie de réclusion criminelle à perpétuité. Alors cette association de malfaiteurs terroristes, elle est intéressante, c'est pour cela qu'elle a été créée. Elle nous permet en réalité d'intervenir non pas au moment de l'infraction commise ou tentée, elle nous permet d'intervenir très en amont, au stade des simples préparatifs de l'infraction. C'est donc véritablement le pivot de notre activité. Ça concerne tous les dossiers terroristes. Cette infraction est visée systématiquement chaque fois qu'on ouvre une enquête ou qu'on confie un dossier à un juge d'instruction. Et elle va supposer donc que soit démontré un certain nombre d'éléments. Elle va d'abord supposer qu'on arrive à démontrer une entente, un groupement, une résolution d'agir en commun. Elle suppose ensuite la démonstration d'une extériorisation de l'entente par des faits matériels qui vont exclure le simple échange d'opinions et qui devraient être constitués par exemple par des achats de matériel,
des échanges sur les réseaux sociaux ou des rencontres opérationnelles pour préparer un attentat ou des départs en Syrie ou en Irak. Et enfin, elle impose de démontrer un label terroriste qui suppose réunir une condition objective, qui va être un lien plus ou moins lâche avec une entreprise individuelle ou collective, et une condition subjective, au terme de laquelle l'entreprise poursuivie par ces individus devra poursuivre la finalité de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Donc cette association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, elle permet ainsi de réprimer la préparation d'actes de terrorisme et la participation à l'entente à des degrés très divers, puisque ça permet finalement de s'intéresser aux recruteurs, à ceux qui vont endoctriner, à ceux qui vont apporter un soutien logistique, un soutien financier, qui vont apporter une aide en termes d'hébergement. Tout peut rentrer effectivement dans cette case à partir du moment où cette intention est démontrée. Or, concrètement, appliqué aux filières djihadistes, il s'agit pour nous de réprimer le fait de rejoindre ou de tenter de rejoindre la Syrie ou l'Irak pour y intégrer une organisation terroriste. Concrètement, ça veut dire qu'il faudra qu'on démontre et qu'on satisfasse à une exigence probatoire particulière. Il ne suffit pas de rapporter la preuve que M. Dupont est parti en Irak ou en Syrie. Il faudra pour nous démontrer qu'il y est allé pour rejoindre des organisations labellisées terroristes. En fait, aujourd'hui, le Hayat Tahrir al-Sham, donc l'ancien Jabhat al-Nusra qui est affidé à Al-Qaïda, ou l'État islamique, ou pour nous démontrer qu'il s'agit d'apporter un soutien matériel ou logistique à des personnes sur zone ou à des velléitaires. Cette exigence probatoire est importante parce que si on ne l'apporte pas, ça n'est pas suffisant pour poursuivre et pour persuader un juge d'instruction ou un tribunal de mettre en examen ou de condamner. S'agissant au contraire des passages à l'acte, il s'agira pour nous de réprimer un projet terroriste le plus tôt possible, sans qu'il soit besoin pour nous de déterminer précisément ce projet. Donc on n'est pas obligé, à partir du moment où on a prouvé l'intention et les préparatifs, on peut très bien réprimer, alors même que pour autant, le projet n'aura pas été précisé, mais existera déjà dans son principe. Je vous ai dit que nous sommes amenés à travailler avec les services de police spécialisés, et notamment la Direction générale de la sécurité intérieure. Ce travail qui est quotidien et permanent impose de développer une relation spécifique fondée sur la confiance qui existe. Et je voudrais souligner ici la qualité, la confiance qui nous unit et la transparence de nos relations. Nous travaillons bien sûr face à une menace. Cette menace, elle est aujourd'hui, je crois, de 4 ordres différents. Il y en a 3 qui nous concernent directement sur le territoire national et l'autre qui est spécifique aux intérêts français en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest. Alors, la première, c'est une menace exogène dont on parle beaucoup, qui, c'est vrai, s'est modifiée compte tenu du tarissement des filières irako-syriennes et qui s'est modifiée sous l'effet de l'effondrement de Daesh et du délitement du califat et de la perte de tous les territoires, puisque, si j'ai bien compris, ils ont quasiment perdu 95% aujourd'hui du territoire qu'ils occupaient. Ce qui, dans un sens, est un bien, parce qu'ils sont en train de perdre militairement. De notre côté, dans la mesure où ils seront moins matérialisables et identifiables sur un territoire, ils seront aussi, dans l'avenir, plus difficiles à localiser. Ça pose un certain nombre de questions, parce que le maintien d'un contingent de djihadistes européens sur zone constitue toujours un foyer de menace, puisque on est aujourd'hui face à plusieurs hypothèses qui peuvent intervenir sans qu'on ait forcément les moyens de répondre très précisément à ces questions. Est-ce que ces gens-là vont rester sur place et se disperser dans toutes les zones désertiques autour de l'Euphrate? Est-ce qu'ils vont choisir de rejoindre d'autres zones de djihad armé? On peut penser notamment aux zones traditionnelles pakistano-afghanes ou à certaines zones en Indonésie. Est-ce qu'ils vont choisir, d'autant qu'on sait qu'il y a beaucoup de binationaux, franco-marocains, franco-tunisiens, franco-algériens, est-ce qu'ils seront tentés de rejoindre le Maghreb ou l'Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'au contraire, ils seront tentés de revenir en France? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est pour rendre des comptes à la justice française, ou est-ce que c'est au contraire parce qu'ils sont téléguidés pour commettre des attentats? La seconde menace, elle est endogène et elle est constituée, finalement, elle est un peu le pendant de la première, elle est constituée en réalité par des individus qui, pour l'essentiel, voulaient partir en Irak ou en Syrie, mais qui ont été empêchés de partir, d'abord par les mesures qui, je pense, ont été d'une réelle efficacité du gouvernement français à travers notamment un certain nombre de mesures de surveillance ou d'opposition à la sortie du territoire.
Elle répond aussi aux appels de Daesh qui, il y a déjà plusieurs mois, a fait comprendre à tous ceux qui étaient tentés de le rejoindre là-bas qu'il était plus intéressant pour eux qu'ils restent sur place, en France, et qu'ils commettent des actions isolées. Quand on regarde ce qui s'est passé sur l'année 2017, c'est essentiellement ce qui s'est passé, puisque la quasi-totalité des actions commises sur le territoire français l'an dernier ont été le fait d'individus isolés qui sont passés à l'acte de façon spontanée sur des cibles d'opportunités essentiellement constituées par des militaires ou des policiers. Le troisième aspect de la menace, il concerne le milieu pénitentiaire, qui, avec 504, un peu plus de 504 aujourd'hui détenus islamistes mis en examen ou condamnés, et un peu plus de 1200 détenus radicalisés de droit commun, fait un peu office d'incubateur et nécessite, je crois, une évaluation toujours plus fine de leur dangerosité et une vigilance de tous les instants. Enfin, donc le quatrième aspect de la menace, concerne davantage les intérêts français en Afrique de l'Ouest et plus spécifiquement tout ce que les militaires appellent la bande saharo-sahélienne. Ce risque, il est prégnant depuis que l'ensemble des mouvements Mujao, Ansareddine, Al-Mourabitoun se sont regroupés sous la bannière d'un mouvement qui s'appelle Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans et qui a, il y a quelques semaines, appelé à une recrudescence des actions terroristes contre la France sur toutes les zones géographiques possibles. Face à cette menace, nous sommes appliqués à construire une politique pénale cohérente et adaptée et qui en réalité a beaucoup évolué. Vous allez le voir au travers des différents volets que je vais essayer d'aborder, puisque c'est quand même beaucoup de la casuistique. Et cette politique pénale, elle a beaucoup évolué parce qu'on a eu de cesse depuis 2012 d'essayer de la corriger et de nous adapter à l'évolution de l'état de la menace et de la situation sur zone. Et on est aujourd'hui très loin des premiers discours très naïfs qui avaient cours en 2012 où un certain nombre de personnes nous indiquaient que ces gens qui partaient sur zone, en réalité, partaient d'abord pour combattre le régime de Bachar el-Assad ou pour faire de l'humanitaire. Et effectivement, on s'est assez rapidement rendu compte, grâce aux services de renseignement, que la finalité du voyage, c'était pas ça, c'était tout autre chose. On s'est depuis attaché à corriger un certain nombre de choses au travers, effectivement, de l'évolution. Et ce qui fait qu'on a été, à droit constant, amené à modifier de façon assez considérable notre perception des choses. Et vous allez voir dans ce que je vais vous dire que ça n'est pas terminé, puisque ça continue en ce moment à évoluer, notamment à l'égard des dames. Je vais y revenir. Alors, quelle politique elle s'est construite donc en fait progressivement avec le souci de la cohérence face à des situations, je vous le disais, juridiques et humaines très diverses. Et on continue à l'évolution, ce qui est aussi une difficulté supplémentaire, puisque c'est un des enjeux aujourd'hui du parquet terroriste. Les affaires terroristes, c'est un contentieux difficile dans lequel, si vous me permettez l'expression, il faut essayer de faire de la dentelle. Il est devenu, ce contentieux, aujourd'hui un contentieux de masse, avec une volumétrie qui a littéralement explosé, puisque nous avons en cours au parquet de Paris à peu près 490 dossiers ouverts d'enquête et d'instruction qui concernent 1563 individus judiciarisés, c'est-à-dire qui sont sortis de la sphère renseignement parce qu'on avait suffisamment d'éléments contre eux pour ouvrir des procédures. Il y a à peu près un peu plus de 430 individus qui sont mis en examen aujourd'hui, donc qui rendent des comptes à la justice. Et nous avons à peu près 850 individus qui constituent des cibles que nous n'avons pas sous la main, mais contre lesquels la justice a décerné des mandats de recherche ou des mandats d'arrêt pour que, s'ils revenaient sur le territoire national, ils soient immédiatement interpellés. Donc je vais essayer de vous détailler les différents volets de notre action. Alors, le premier volet, ça concerne les combattants sur zone et ceux qui reviennent sur le territoire national après être partis et avoir combattu donc dans les rangs de l'ancienne Jabhat al-Nusra et de Daesh. Alors, ces gens-là, ils sont en règle générale identifiés lors de leur séjour et ils sont judiciarisés systématiquement, c'est-à-dire les services de renseignement viennent nous voir et au vu des renseignements qu'on nous donne, on ouvre des procédures pénales. Alors la règle, elle est simple à leur égard. Ceux qui rentrent sont immédiatement interpellés sur la base du mandat de recherche ou du mandat d'arrêt que j'évoquais.
Ils sont placés en garde à vue, déférés au parquet qui saisit un juge d'instruction, de façon quasi systématique. Je pense qu'ils sont, quand ils sont présentés au juge d'instruction, ils sont tous mis en détention provisoire. Lorsqu'ils n'étaient pas judiciarisés auparavant, lorsqu'on ne les connaissait pas avant, on apprend leur existence en général par un circuit qui est simple, qui est l'application de ce qu'on appelle le protocole Cazeneuve. La Turquie n'extrade pas, n'exécute pas les mandats d'arrêt décernés par les juges d'instruction français. Par contre, les gens qui sont arrêtés là-bas, lorsqu'ils sont interpellés, sont placés dans les centres de rétention et sur la base de ce fameux protocole Cazeneuve, font l'objet d'expulsion. Donc la Turquie les expulse, les met dans des avions et on les récupère donc à leur arrivée sur le territoire français. La qualification retenue pour la mise en examen ou la délivrance de mandats d'arrêt contre ces personnes a beaucoup évolué. Elle a beaucoup évolué parce que nous avons progressivement amorcé une prise de conscience. Jusqu'au début de l'année 2016, ces gens-là étaient mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes simples. Donc l'infraction correctionnelle, le premier étage de la construction que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire délit, peine maximale, 10 ans de prison. On s'est assez rapidement rendu compte que viser l'association de malfaiteurs terroristes simples, donc correctionnels, premier étage, revenait finalement à poursuivre sous la même qualification et avec la même limitation de peine des profils très divers qui pouvaient composer une même filière, qui pouvaient être des velléitaires, des soutiens logistiques et des combattants. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, le plafonnement de la peine inhérente à ces poursuites, donc plafonnement de cette peine à 10 ans, entraînait en réalité des situations qui étaient plutôt incohérentes et qui conduisaient le parquet à requérir des peines dont les différences ne correspondaient pas à la différence de gravité des comportements. Et que, par exemple, par rapport à quelqu'un qui avait combattu dans une katiba, demandé 10 ans, et en demandait 1 ou 2 de moins pour quelqu'un qui était allé là-bas longtemps mais qui n'avait pas participé directement à les activités combattantes, ça ne restituait pas finalement la différence de gravité du comportement de ces deux individus. Donc on était confronté en réalité à une situation d'écrasement des peines qui n'était pas satisfaisante et qui ne permettait pas, de facto, une réelle prise en compte de la dangerosité de tous ces prévenus. Et puis surtout, on s'est rendu compte, au travers des attentats terroristes commis en 2015, que la menace avait évolué, que le contexte sur zone avait évolué aussi, que se développait une propagande incitant clairement au meurtre de Français, puisqu'on était confronté à une forme d'appel permanent au meurtre de tous les Français, de quelque façon que ce soit. Je vous rappelle à tout ce qui avait été médiatisé là-dessus, à travers notamment un certain nombre de vidéos. Et enfin, les attentats commis en France en 2015 et 2016 au nom de l'État islamique. Donc il nous a semblé nécessaire et impératif de reconsidérer notre politique pénale et de poursuivre sous la qualification d'association, sous la qualification criminelle d'association de malfaiteurs terroristes, donc association de malfaiteurs terroristes criminels pour commettre des crimes d'atteinte aux personnes, tous les djihadistes intégrés à l'État islamique postérieurement au mois de janvier 2015. En avril 2016, on s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et vu la politique de l'État islamique, on peut effectivement considérer que depuis les attentats de Charlie Hebdo, tous ceux qui ont rejoint cette organisation ont en réalité adhéré à une organisation terroriste qui a pour but de préparer des crimes contre les Français, quel que soit le territoire sur lequel ils se trouvent. On a donc été amené à reconsidérer les choses et à revoir à la hausse donc les qualifications retenues contre ces individus. Chaque fois qu'on pouvait démontrer, d'une part, qu'ils avaient rejoint l'Irak ou la Syrie après janvier 2015, et chaque fois qu'on pouvait démontrer qu'ils avaient participé dans les rangs de ces organisations terroristes à des activités opérationnelles, en réalité, soit des activités combattantes au sein de Katiba, donc les compagnies de ces organisations terroristes, soit des activités au sein de la police islamique, les fameuses ISBA, ou à ce qu'on appelle des ribats, donc des patrouilles frontalières le long effectivement des frontières du proto-État de l'État islamique. Cette position, elle a été validée juridiquement par la Cour de cassation à l'occasion d'un dossier à propos duquel on s'est disputé avec des juges d'instruction qui ne partageaient pas notre façon de voir. On a fait un appel devant la Chambre d'instruction qui a confirmé la position du juge d'instruction et un pourvoi en cassation a été fait devant la Cour de cassation qui nous a donné raison et qui a donc rappelé que dans ce cas-là, effectivement,
il était tout à fait légitime, effectivement, de retenir la qualification criminelle à l'égard des gens qui avaient rejoint, effectivement, donc, ces organisations terroristes. Ça, c'était donc pour le premier volet, première case, les combattants. Le second volet de personnes auxquelles on a affaire et qu'on traite au quotidien est constitué par ce qu'on appelle les soutiens logistiques et financiers. Les soutiens logistiques et financiers, ce sont tous les facilitateurs qui vont rester en France sur le territoire national, mais qui en fait sont les recruteurs ou les relais de combattants sur zone, et qui en réalité souvent sont ceux qui vont mettre en contact les velléitaires. Les velléitaires, ce sont donc ceux qui veulent partir en Irak ou en Syrie, qui vont les mettre en contact avec ceux qui sont là-bas et leur apporter souvent une aide matérielle ou logistique. Ça va être le financement, les conseils prodigués sur le matériel à acheter, le transport à utiliser, les trajets à prendre, etc. Alors généralement, nous les considérons comme participants à une association de malfaiteurs terroristes délictuels, donc le premier étage, je répète, avec une réponse pénale qui est graduée en fonction de l'implication et du profil, qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes dont tous ne sont pas aujourd'hui résolus compte tenu de l'état de la loi. Dans cette catégorie, nous nous sommes aussi attachés à identifier en lien avec Tracfin, qui est le service de renseignement financier, toutes les personnes qui ont pu faire parvenir des fonds à tous les gens qui sont partis sur zone. On a monté un partenariat depuis 2 ans dans le cadre duquel on échange tous nos renseignements. Ce partenariat il est très intéressant parce que le travail sur le financement du terrorisme a permis, grâce effectivement au suivi des flux financiers et bancaires, de découvrir que des personnes qui recevaient des fonds se trouvaient en Irak ou en Syrie, alors que ni les services de renseignement ni la justice française ne savaient qu'ils y étaient partis. Donc vous voyez, c'est aussi intéressant de travailler sur ce volet financement. Donc des poursuites sont exercées contre ces soutiens financiers ou logistiques, avec le discernement nécessaire, bien sûr sur le financier, en s'attachant à faire la part des choses entre celui qui va envoyer 200 ou 300 euros sous la pression, j'allais dire, familiale de l'enfant en difficulté, et celui qui envoie de l'argent en réalité parce qu'il adhère à l'idéologie terroriste de l'organisation. La troisième catégorie de personnes, c'est ce qu'on appelle les velléitaires. Donc ceux qui, à un moment donné, chez nous, vont afficher, ou à des degrés divers, leur volonté de s'en aller et d'intégrer une filière établie de départ en Syrie. Alors ils posent 2 difficultés, ces gens-là. D'abord pour ce qu'on appelle les velléitaires isolés. Le velléitaire isolé, c'est celui à l'égard duquel on ne va pas arriver à démontrer la preuve d'une entente ou d'une adhésion à un groupement et l'existence de contacts avec d'autres personnes. Ce qui est ennuyeux, puisque pour démontrer une association de malfaiteurs terroristes, il faut justement démontrer une entente ou un groupement. Et la deuxième difficulté, c'est celui de la matérialisation du projet terroriste, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on démontre que son départ en Syrie a pour objet la perspective d'intégrer une organisation terroriste. Ça aussi, ça nécessite souvent de démontrer, donc, à défaut de preuves matérielles, l'adhésion à un islam radical et l'intérêt pour la propagande des organisations terroristes ou le conflit irako-syrien. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que l'appréciation du phénomène a largement évolué depuis 4 ans, compte tenu du risque présenté par des départs sur zone d'individus susceptibles de commettre des exactions là-bas et qui, d'autre part, vont s'acquérir au maniement des armes et explosifs et représenter un danger en cas de retour. Dans les grandes lignes, la politique pénale du parquet de Paris, elle peut se résumer ainsi. Et encore une fois, je vais faire de la casuistique parce que tout ça est relativement compliqué. Il y a un premier cas qui est le plus compliqué à traiter, qui est celui du velléitaire radicalisé, mais qui est isolé sur le territoire national. Alors ça, j'allais dire, c'est le cas le plus difficile parce qu'on est en fait un peu là dans ce qu'on pourrait qualifier de zone grise, avec un individu radicalisé qui va manifester son souhait de partir, mais qui n'a pas concrétisé ce projet de départ par des contacts opérationnels ou des quelconques préparatifs. Il n'y a pas, à ce stade, d'infraction terroriste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. On s'en occupe en partenariat souvent avec les services de renseignement et les préfets, mais il n'y a pas d'infraction terroriste a priori. Et le traitement de cette problématique va relever davantage d'une prise en charge plus administrative dans le cadre des CNAPR, donc les cellules départementales de prévention de la radicalisation, les cellules de suivi des préfectorales, ce qu'on appelle les groupes d'évaluation départementaux, qui pourra se traduire par des mesures administratives du type interdiction de sortie du territoire,
ou judiciaires s'il s'agit de mineurs à l'égard desquels on pourra ouvrir des procédures d'assistance éducative et saisir des juges des enfants. Le second cas est plus simple, c'est celui du velléitaire qui est intégré dans une filière d'acheminement de candidats au djihad et de soutien aux combattants sur zone. Alors cet individu, lui, il sera judiciarisé dans le cadre de cette filière grâce à l'association de malfaiteurs terroristes au titre d'un projet de départ et de ses liens avec des individus sur zone. Comme effectivement ils sont plusieurs, il y a cette entente, il y a l'adhésion à ce groupement et on peut appliquer l'association de malfaiteurs terroristes. Le troisième, c'est le velléitaire dont on démontre qu'il a par ailleurs des projets d'action violente sur le territoire national. Ça relève bien sûr de la compétence de la section antiterroriste. Enfin, le dernier, c'est le velléitaire qui finalement a pu partir sur zone, mais dont on ne sait pas forcément souvent où il est allé. Alors là, j'y reviendrai, on développe aujourd'hui un partenariat avec l'ensemble des parquets français où finalement on s'organise et où soit on a suffisamment d'éléments probants pour démontrer effectivement la destination ultime, on sait qu'il a rejoint telle ou telle organisation et ça sera le visa de l'association de malfaiteurs terroristes, soit on n'arrive pas à le démontrer et en général on arrive à initier des procédures qui permettront, au travers de recherches sur la téléphonie, sur l'entourage, sur les idées qu'il avait, d'avancer grâce à l'assise des parquets locaux dans le cadre de procédures judiciaires ouvertes dans le cadre d'un article de procédure pénale qui permet d'ouvrir des enquêtes en cas de disparition inquiétante d'une personne. Donc vous voyez, les moyens de travailler ne manquent pas. J'en viens à la question des femmes, qui est un sujet intéressant puisqu'il y a eu sur ce sujet une profonde évolution de la politique pénale qui met en fait en cause la façon de considérer les femmes et leur rôle dans le djihad. On a longtemps pensé au début qu'elles étaient cantonnées à des tâches domestiques ou socio-éducatives, assistantes médicales, enseignement des langues, cuisine, éducation des enfants. Elles ne combattent pas en principe, mais on sait aussi que certaines ont pu porter des ceintures d'explosifs ou des armes à titre défensif avec des instructions de mourir en martyr avec leurs enfants en cas d'attaque. On les considérait donc jusqu'à une certaine époque avant tout comme elles étaient avant tout donc considérées comme des génitrices qui permettaient d'inscrire le projet du califat dans la durée en faisant ce qu'il est aujourd'hui coutume d'appeler les lionceaux du califat. Pour autant, elles peuvent avoir, on l'a vu à travers certaines actions, un rôle moteur dans le départ, dont elles sont parfois les instigatrices. Combien de messieurs on a vu partir sous l'impulsion et l'instigation de leur concubine ou de leurs épouses. Et en fait, ça renvoie à la question de savoir si est-ce que le seul fait de s'établir en zone irako-syrienne, d'y fonder une famille, d'y élever des enfants, pour en faire des combattants, caractérise une association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme. Étant entendu que quand on regarde en plus sur le spectre européen, il peut y avoir des réponses assez différentes à cette question suivant les pays. Nous pensons, nous, qu'en réalité, les profils sont très variés, puisqu'ils vont de ce que mes collègues qualifient d'écervelés manipulés en cas d'action humanitaire, à la djihadiste par procuration, convaincue, prête à mourir en martyr et n'hésitant pas à sacrifier ses enfants à la cause. On a vu dernièrement une dame qui était heureuse, d'après ce qu'elle disait, d'avoir perdu 3 de ses enfants, dont 2 mineurs au combat. Elles sont donc aujourd'hui, comme les hommes, arrêtées dès leur retour sur le territoire national et placées en garde à vue, avec l'intérêt qu'elles livrent souvent beaucoup d'informations. Donc, si dans un premier temps, effectivement, la mise en examen était réservée à des profils particuliers, la mise en examen aujourd'hui des femmes est aujourd'hui systématique, avec toujours très souvent des réquisitions de détention provisoire ou de contrôle judiciaire suivant les profils. Aujourd'hui, c'est plus de 120 femmes qui sont mises en examen. Près de 40 sont en détention provisoire et une trentaine font l'objet de mandat d'arrêt. Et la qualification retenue à la rencontre, donc, c'est celle d'association de malfaiteurs terroristes, sauf cas particulier. Alors, quels facteurs nous ont conduits à faire évoluer notre position et à retenir contre elles cette qualification qui est d'ailleurs aussi en train d'évoluer, puisqu'on retient de plus en plus souvent contre elles aujourd'hui, comme les hommes, la qualification criminelle, donc le deuxième étage, association de malfaiteurs terroristes pour préparer des crimes d'atteinte aux personnes. Qu'est-ce qui fait qu'on a évolué ? On a évolué essentiellement pour 2 raisons. La première, c'est la construction des dossiers, qu'il est relativement illogique lorsqu'on a affaire à un couple qui est parti dans des conditions identiques, rejoindre une organisation terroriste, au moment du règlement du dossier, de séparer l'époux de l'épouse, de renvoyer l'un devant la cour d'assises et l'autre devant le tribunal correctionnel. Et la deuxième raison qui nous a fait évoluer, surtout, c'est l'inflexion de la doctrine qu'on a pu constater
inflexion de la doctrine de l'État islamique qu'on a pu constater en septembre 2017, puisque Daesh, confronté aux défaites militaires et aux besoins de combattants, a revu sa copie, et il fut un temps où le djihad était l'apanage des hommes. Donc Daesh a revu sa copie et a appelé à au moins 2, voire 3 reprises les femmes et les enfants à participer au djihad armé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas exclure le fait que certaines des femmes et certains des mineurs qui ont été, on va dire, capturés n'aient pas pu recevoir des formations au maniement des armes, voire n'aient pas participé à certaines activités combattantes depuis le mois de septembre 2017. Enfin, il y a les mineurs. Les mineurs dont on sait que beaucoup sont partis avec leurs parents, beaucoup sont aussi nés sur place, qui se trouvent aujourd'hui en zone irako-syrienne. Certains y ont grandi. Ils y ont tous vécu la guerre, les bombardements, et ils ont potentiellement été confrontés à un degré de violence inimaginable dans un contexte d'endoctrinement qu'on peut qualifier d'abominable, d'effroyable. Les garçons, à partir de 10 ans ou même avant, sont susceptibles d'avoir participé à des entraînements, voire des exactions. On sait que l'État islamique n'a pas hésité à les utiliser dans des vidéos de propagande où certains ont même participé à des exactions, en l'occurrence des exécutions d'otages. Le sort réservé à ceux ayant accompagné leurs parents, donc ces jeunes mineurs, partis seuls ou en groupe aujourd'hui, sont judiciarisés. C'est-à-dire qu'on ouvre contre eux des procédures pénales à partir du moment où on atteint la barre du discernement, hein, donc en l'occurrence c'est 13 ans pour avoir une sanction pénale. Le sort réservé à ceux ayant accompagné leurs parents est le même, s'agissant des garçons en âge d'avoir participé à des activités armées, et ils font donc l'objet de mandats d'arrêt à partir de leurs 13 ans. C'est dur, mais c'est aussi la seule façon de pouvoir les récupérer et de pouvoir les attraire effectivement devant le juge judiciaire. S'agissant des autres, ils sont susceptibles d'être placés en garde à vue lorsqu'ils arrivent sur le territoire national, c'est-à-dire qu'on les entend, ne serait-ce que pour recueillir leurs témoignages, dans la mesure où ils sont aussi en mesure d'apporter des informations très, très intéressantes sur ce qu'ils ont vu, sur leurs conditions d'éducation. Alors, je vous rappelle que sur le volet éducatif, il y a une circulaire de mars 2017 qui organise la prise en charge des mineurs de zones irako-syriennes. En réalité, c'est un travail partenarial qui est fait entre le parquet de Paris, section antiterroriste, et le parquet du lieu d'arrivée, qui en général est le parquet de Bobigny, compétent sur Roissy. La section antiterroriste, qui possède tous les éléments de la procédure, adresse des éléments par écrit au parquet de Bobigny sur la personnalité des différents membres de la famille, la composition de la fratrie, les états civils, tous les éléments qui vont servir au parquet de Bobigny à amorcer une procédure d'assistance éducative qui va lui permettre donc de prendre ce qu'on appelle une ordonnance de placement provisoire. Les parents sont placés en garde à vue, les enfants sont retirés, confiés à l'aide sociale à l'enfance, dans le cadre de laquelle ils font l'objet d'évaluations médicales et psychologiques pour essayer d'avoir une évaluation la plus fine possible et de préparer après la solution éducative qui sera la plus adéquate, c'est-à-dire foyer, famille d'accueil ou éventuellement, si les garanties sont suffisantes, restitution à des membres de la famille. Un dernier mot sur l'organisation du travail entre les parquets locaux et le parquet de Paris avant de venir à la conclusion pour ne pas être trop long. Les choses se sont beaucoup modifiées dans le paysage judiciaire depuis quelques années, dans la mesure où l'accumulation des événements et la massification du contentieux ont clairement démontré que la lutte antiterroriste, c'est l'apanage bien sûr des magistrats spécialisés parisiens, mais c'est aussi l'apanage de tout le monde et de l'ensemble des forces vives judiciaires. D'autant qu'il y a un certain nombre d'infractions qui sont aujourd'hui constatables et poursuivable plus aisément. Je pense notamment à l'apologie du terrorisme qui a été sortie du régime dérogatoire de la presse et qu'on peut poursuivre dans des conditions beaucoup plus simples. Il y a un certain nombre d'infractions qui sont apparues, comme donc en droit l'apologie ou la provocation du terrorisme. Il y a la problématique des détentions de téléphones portables en prison par les gens qui y sont incarcérés. Il y a la problématique des violations d'assignation à résidence qui ont été prises par les préfets. Il y a tout un tas donc d'infractions qui aujourd'hui font que le spectre
de l'infraction terroriste est relativement large, avec ce qu'on pourrait qualifier d'un côté de spectre d'infractions terroristes de haute intensité, c'est l'attentat commis ou tenté ou c'est l'association de malfaiteurs terroristes, et puis des infractions que l'on pourrait qualifier de basse intensité, qui sont beaucoup plus répandues, et qui sont la violation de l'assignation à résidence, l'apologie du terrorisme, la provocation au terrorisme. Il y a un partage de fait qui s'est fait dans le cadre d'un réseau qui réunit aujourd'hui le parquet de Paris et l'ensemble des parquets français qui ont tous un magistrat du parquet référent en matière de terrorisme, qui est donc notre interlocuteur privilégié, et qui se traduit par un partage de fait. Le parquet de Paris prend le haut du spectre, les attentats commis ou tentés ou préparés, et l'association de malfaiteurs terroristes, dont on a le monopole en termes de traitement, et les autres parquets qui vont intervenir sur les infractions de basse intensité. Je soulignerai enfin que l'appréciation de la qualification terroriste peut s'avérer difficile parce que, d'abord, il ne faut pas qu'elle intervienne trop tôt au risque de voir les affaires se dégonfler. Ça peut arriver. Je pense notamment à cet enseignant d'Aubervilliers, il y a quelques mois, qui avait indiqué avoir été victime d'une agression dans sa salle de classe, alors qu'en réalité, tout ça a été cousu de fil blanc. On s'était saisi très vite. On a ensuite rendu l'affaire au parquet de Bobigny. Dans l'autre sens, il ne faut pas non plus qu'elle intervienne trop tard parce qu'elle intervient alors dans un contexte de pression très forte et ça peut considérablement compliquer les choses. La saisine est aussi compliquée par le fait que nombre des personnes mises en cause sont souvent perturbées psychologiquement ou psychiatriquement et qu'il s'agit souvent de personnalités qu'on pourrait qualifier d'un peu borderline. Ce qui, là aussi, peut poser la question du traitement de gens qui ont des tableaux psychiatriques parfois lourds et ce qui peut inciter effectivement à ne pas appliquer la qualification de terroriste à ce genre d'individus. Alors pour conclure, pour en rester là, puisque je parle déjà depuis bien longtemps, je voudrais dire quelques mots des enjeux majeurs dont je parlais d'ailleurs très récemment dans le cadre d'un colloque organisé par Mme Cazot-Charles, dont je salue l'arrivée, dans le cadre d'un colloque organisé par l'INSJ, d'une journée organisée par l'INSJ et l'IHEDN au profit des parlementaires de la Commission des lois et de la Défense. J'en terminerai avec les enjeux, je crois, qui se posent aujourd'hui au pouvoir public, mais en fait à nous tous, au regard de l'évolution de la menace terroriste et qui fait que je pense qu'il nécessite qu'en permanence, nous adaptions pour les améliorer nos réponses. Je pense que ces enjeux, ils concernent plusieurs domaines, et j'en vois 4, moi, plus particulièrement. Je pense qu'il y a un premier enjeu qui porte sur le partage de l'information. On a fait beaucoup de progrès aujourd'hui dans le partage de l'information entre les différents services, et notamment avec les services de renseignement. Aujourd'hui, les services de renseignement peuvent intervenir dans un cadre légal depuis une loi de juillet 2015, qui a sacralisé et officialisé un certain nombre de leurs pratiques. C'est bien, puis ça sécurise leurs pratiques. La justice, de son côté, dans l'autre sens, a aujourd'hui la possibilité de donner aux services de renseignement des copies de procédures, d'office ou à leur demande. Si ça peut servir, effectivement, on voit bien l'intérêt de l'exercice, à mieux déceler l'évolution de la menace et à mieux lutter contre les menées de certains apprentis terroristes djihadistes. L'un des enjeux à venir est certainement à évaluer au regard de l'évolution des forces armées sur le terrain, qui sont françaises, mais qui ne sont pas forcément françaises. Et l'un de ces enjeux, je pense, dans l'avenir, portera très certainement sur la judiciarisation du renseignement militaire. Il n'est bien sûr pas question de faire du soldat un enquêteur, ce n'est pas son office. Par contre, il est à mon sens tout à fait légitime que dans le cadre de la capture, dans les actions de combat d'individus qui auront ensuite vocation à être remis à la justice, on puisse disposer d'un certain nombre d'éléments sur l'état civil, sur l'attitude qu'il avait et les conditions dans lesquelles il a pu être neutralisé par les militaires, qu'ils soient français ou étrangers.
Le deuxième enjeu, il renvoie à l'arsenal législatif dont nous disposons aujourd'hui. Je crois qu'il a beaucoup évolué, je vous le disais, au terme des modifications législatives qui ont été apportées. Je pense que quand on compare avec les autres pays européens et même hors Europe, on dispose d'un arsenal législatif, moi, qui me paraît particulièrement efficace, qui s'est beaucoup nourri des préconisations des acteurs de la lutte antiterroriste sur le plan judiciaire, parquet, juge d'instruction. Pour autant, le modèle n'est jamais parfait et il est toujours légitime, je pense, de revoir sa copie et d'y revenir en tirant finalement les conséquences des problèmes pratiques, voire des décisions d'inconstitutionnalité qui peuvent intervenir de temps en temps de la part du Conseil constitutionnel. Le troisième enjeu qui sera, à mon sens, essentiel dans les mois et les années qui viennent, c'est celui de la récidive, qui pose en fait la question déterminante de l'avenir et du devenir des individus qui sont condamnés, question qui prend une dimension sociale et politique particulière dans les affaires de terrorisme, puisque, nous le savons tous, l'évaluation de la dangerosité est profondément liée à la question des indicateurs du désengagement, qui reste encore, c'est un euphémisme, un vaste chantier, et donc de l'étude de la radicalisation. C'est d'autant plus vrai que le nombre de sortants de prison va augmenter dans les années qui viennent. Il y a un certain nombre de djihadistes condamnés qui sortiront de prison en 2018. Il y en a d'autres qui sortiront en 2019, en 2020. Certains feront l'objet de mesures de suivi auxquelles ils seront astreints et qui permettront aux services de probation, notamment, d'essayer de les suivre et de voir ce qu'ils font. D'autres sortiront, comme on dit dans notre jargon, en sortie sèche, c'est-à-dire sans avoir aucune obligation, puisqu'ils auront purgé la totalité de leur peine et il n'y aura plus aucun suivi. Donc la question effectivement du suivi et de la récidive est primordiale au regard du risque que représentent ces individus quand on sait que nombre d'entre eux n'ont absolument pas abandonné au cours de leur séjour en prison leur conception de djihadiste. Enfin, il y a le sujet des mineurs, je dis souvent, je le répète, qui peuvent constituer de véritables bombes à retardement puisqu'il s'agit d'enfants qui ont vécu une enfance difficile, qui ont vécu une enfance dans des conditions d'éducation abominables, qui ont vu des exactions, avec leurs parents qui les ont par exemple amenés à assister à des décapitations et à des choses comme ça, qui sont peut-être aussi un peu restés Daesh dans leur tête, après y avoir séjourné 1 an, 2 ans ou 3 ans. Je crois que ça nécessite à l'évidence que notre pays ne se contente pas des dispositifs existants, mais que nous concevions des dispositifs particuliers de prise en charge dans le cadre de l'assistance éducative et de la protection de l'enfance, dispositifs spécifiques et au long cours, et qui soient surtout bâtis sur la théorie du secret partagé, c'est-à-dire sur la base d'une vraie fluidité de l'échange d'informations entre la justice, les administrations et le milieu médical. Ce n'est pas le moindre des enjeux. Je vous remercie de votre attention.